Bonjour et bienvenue à la Maison d'Architecture de Poitou-Charentes. Nous allons explorer ensemble l'exposition La Maison des Super-Héros, coproduction entre les Maisons d'Architecture de Poitou-Charentes, Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Cette exposition commence tout d'abord avec le premier des grands super-héros qui est Superman et qui apparaît en 1938, donc une dizaine d'années après la crise de 29 et qui vient préfigurer une nouvelle style de héros dans l'imaginaire américain qui était avant uniquement composé de cow-boys, de détectives privés et autres. Et dans cette période de doute aux États-Unis, il y a eu besoin de créer une sorte d'archétype qui prend racine au final beaucoup dans la mythologie gréco-romaine, puisqu'on a un super-héros qui a une cape et qui est également un peu comme un chevalier de la table ronde, vient pour défendre la veuve et l'orphelin. Peu de temps après la création de Superman, arrive dans les revues un nouveau super-héros qui lui n'est pas doté de super-pouvoirs et qui s'appelle Batman. Et autant Superman est empreint de philosophie antique dans sa conception, autant Batman lui prend à sa source vraiment tout l'imaginaire gothique de la fin du 19e qui avait amené en littérature des romans comme Dracula de Bram Stoker. Donc en ce qui concerne les villes de ces deux super-héros, ce sont deux villes imaginaires qui sont des mix de différentes villes et notamment de New York qui est justement la ville du building par excellence puisque les premiers buildings arrivent au début du 19e. Et Batman, lui, va évoluer dans une ville qui s'appelle Gotham City, alors que Superman évoluait dans la ville de Metropolis. Et Gotham City est un mixte original entre deux grandes villes américaines qui sont donc New York pour son côté grandes avenues dans l'esprit de Manhattan, et puis Chicago pour ses petites ruelles sombres dans lesquelles évolue tout un tas de criminels qui vont devoir avoir affaire à Batman. Donc l'influence architecturale dans la ville de Gotham est très gothique et s'inspire à la fois du gothique mais également de tout ce qui est Art Nouveau. On peut voir par exemple sur cette image la représentation de la gare d'Helsinki qui a été une grande influence sur la création de Gotham. Et ces deux architectures futuristes de l'architecte Hugh Ferris, ça n'a pas été construit, mais ça a beaucoup influencé également la constitution de Gotham, qui pour la petite anecdote était en fait le nom de Gotham, un des surnoms que l'on donnait au 19e pour décrire New York. On est devant une carte qui a été faite de Gotham, donc cartographiée plutôt récemment, puisque c'est 1998, et on peut voir ici la grande influence de New York sur Gotham, avec les grandes avenues qui rappellent Manhattan, les docks qui sont plutôt à rapprocher de Brooklyn avec son côté beaucoup plus industriel, et au centre le Robinson Park qui n'est pas sans rappeler lui Central Park. Donc quelqu'un qui ne connaîtrait pas très bien New York en fait pourrait imaginer que cette carte est celle de New York. Les commissaires d'exposition ont eu la bonne idée de retrouver des vieilles représentations des tout premiers Superman, et on a ici une image assez naïve où on voit un petit garçon qui saute comme s'il enjambait une haie et qui dit « Alors que le jeune homme grandissait, il découvrit avec bonheur qu'il pouvait sauter plus haut que les gratte-ciel, faire des bonds de 200 mètres ». Donc on a vu que la ville de Gotham était vraiment la ville de la nuit, autant la ville de Superman c'est New York le jour, et un New York, enfin Metropolis donc, a cette grande influence aussi de l'architecture de New York, et on a une représentation du Paramount Building ici qui est à rapprocher du Daily Planet qui est le journal dans lequel travaille Superman. Donc Superman c'est vraiment le héros de la ville de jour.
Et on peut maintenant parler de l'autre écurie de super-héros. On a eu donc DC jusqu'à maintenant avec Batman et Superman, et maintenant on a les super-héros Marvel qui existaient déjà dans les années 40, mais avec l'arrivée de Stan Lee et Jack Kirby, il y a une révolution qui se passe où eux décident non plus de mettre les super-héros dans des villes imaginaires, mais de les mettre dans des villes du réel. Et c'est pour ça qu'ils décident de placer leurs super-héros, coup de génie, dans le New York réel. Et ce qui fait que Spider-Man, qui est Peter Parker, lui aussi journaliste comme Clark Kent, habite dans le Queens, et qui fait que chaque gamin du Queens va pouvoir se dire « Waouh, super, j'habite dans le quartier de Spider-Man ». Et alors toujours chez Marvel, les super-héros se sont parfois réunis en super-groupes. Et les Avengers, par exemple, se sont, eux, installés au tout début de leur carrière. Donc les Avengers, il y avait Iron Man, il y avait Captain America, la Veuve Noire, et entre autres. Et ils s'installent au début de leur carrière dans le Frick Museum qui se trouve à New York, avant de s'installer dans la tour de Tony Stark, qui est un richissime homme d'affaires. Et on a ici une très bonne représentation de l'intérieur de la tour de Tony Stark, avec justement à quels endroits se mettent les super-héros et comment on vit au quotidien une vie de super-héros, avec également des moments de détente, des endroits pour travailler ou pour étudier et pour créer des super outils, des voitures qui vont permettre de se confronter aux plus grands super-vilains. Et on a évoqué tout à l'heure Batman comme super-héros de la ville, mais Batman a également une base secrète, comme énormément de super-héros. Cette base secrète de Batman va être réinventée au cours du siècle, puisqu'on est quasiment sur 80 ans depuis la création de Batman. Batman, donc, au tout début de sa carrière, naît dans une petite cave qui est située sous une ferme. Et cette histoire va être réécrite au fur et à mesure donc, des nouveaux scénaristes. Et à la fin de sa carrière, Batman se trouve plutôt, lui, installé à l'intérieur de la Wayne Foundation, dans une Batcave super moderne et haute technologie.